Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une guerre de gangs terrorise plusieurs quartiers dans la capitale économique du Cameroun. De nouvelles violences urbaines entre bandes rivales de jeunes amplifient l'insécurité dans la ville de Douala. Pendant ce temps, d'autres scènes plus horribles des attentats suicides de Waza continuent de hanter les nuits des survivants hospitalisés dans un état critique à Maroua. Ce climat d'insécurité de l'extrême nord au littoral est-il un aveu d'impuissance des pouvoirs publics? Comment préserver la paix sociale? C'est le dossier à suivre en ouverture de ce journal. Vous suivrez également l'indignation des populations face à une route nationale numéro 5 en piteux état et accidentogène. Malgré le cri de détresse des populations, rien n'a changé depuis de nombreuses années dans le département du Mungo. Évocation au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils ont vécu l'horreur lors du récent attentat suicide perpétré à Waza, ayant fait plus d'une dizaine de morts et une trentaine de blessés dans cette localité située à l'extrême nord du Cameroun. Les survivants sont hospitalisés dans un état critique à l'hôpital régional de Maroua et une évacuation sanitaire se précise avec urgence vers Yaoundé. Et l'on note également que d'autres sont hors de danger, mais le traumatisme psychologique est encore profond. Le gouverneur de l'extrême nord a pu s'en rendre compte lors d'une visite effectuée auprès des victimes de ces attentats suicides perpétrés à Waza, eux qui sont désormais à l'hôpital régional de Maroua dans un état critique, et une évacuation sanitaire vers Yaoundé se précise avec urgence selon les médecins rencontrés par le gouverneur de l'extrême nord Midiawa Bakari. Des précisions dans ce reportage de Amadou Daïrou et Mirabel Mazo. Les blessés du récent attentat kamikaze de Boko Haram à Waza sont dans un état critique. Selon le directeur de l'hôpital régional de Maroua, ils doivent être transportés d'urgence à Yaoundé pour de meilleurs traitements. 4 cas, n'est-ce pas, dans un coma très sérieux. Il y a un qui est sorti dans le coma, il y a maintenant 3. Et la plupart des traumatismes, comme vous avez vu, ce sont des traumatismes crâniens. Si c'était juste les plaies des membres et autres, il ne faut pas les évacuer ici. L'attentat attribué à Boko Haram survenu à Waza avait fait 32 blessés et une dizaine de morts. Lors de cette descente sur le terrain, le gouverneur Midiawa Bakari n'a pas manqué de saluer le travail abattu par ses médecins et infirmiers pour maintenir en vie ces victimes des exactions terroristes. Les autres blessés sont dans un état stable et répondent favorablement au traitement. 3 cas critiques sont en observation. Dans quelle mesure vous référez vers le cas de Garoua ou subissent une communauté à Yaoundé. Mais dans l'ensemble, ils sont tous bien suivis. Nous avons reçu des instructions fermes au chef de l'État pour leur apporter tout le nécessaire. Les habitants de cette localité reprennent progressivement leur activité. Ce climat d'insécurité à l'extrême nord est-il un aveu d'impuissance de la part des pouvoirs publics, et malgré le fort déploiement des forces de sécurité et de défense, mais aussi d'une force sous-régionale qui lutte contre la secte terroriste Boko Haram? Comment préserver la paix sociale au Cameroun? Ces questions doivent être à l'ordre du jour de la conférence semestrielle des gouverneurs prévue dès demain à Yaoundé. Éric Marsan-Diomo analyse les enjeux et le rôle des gouverneurs dans cette préservation de la paix sociale au Cameroun. Reportage.
Un des principaux points sur lesquels les gouverneurs des régions se pencheront, et ceci au regard du thème de cette conférence semestrielle, c'est la protection de l'espace national. La résurgence et la multiplication des attaques de la secte islamiste Boko Haram depuis le début de l'année a fait plusieurs dizaines de victimes dans la région de l'extrême nord du pays. Des attaques à Moura, Kousséri, Ouaza, entre autres, à valeur d'incursions ennemies sur le territoire camerounais. La mise en place des stratégies pour assurer une meilleure protection de l'espace national dans cette partie du pays et ailleurs sera au menu des travaux. L'on se souvient aussi qu'il y a de cela quelques semaines, la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine était fermée au niveau de la localité de Toubouro, avec pour raison les motifs sécuritaires côté Cameroun. La question de l'insécurité grandissante, elle aussi, dans plusieurs régions du Cameroun, préoccupe les gouverneurs. Les régions de l'Est, du littoral, celles septentrionales en sont quelques foyers. Malgré les discours et au-delà du déploiement des forces de l'ordre, l'insécurité semble avoir fait son nid dans ces régions. Quid des partis anglophones du Cameroun, toujours secoués par la crise et les revendications qui mettent à mal la cohésion et la paix sociale. Du 25 au 27 juillet 2017, les patrons de région devront donc trouver des thérapies à ces divers maux qui minent leurs unités de commandement. Après des scènes de violence entre bandes rivales de jeunes vécues à New Bell, une guerre de gangs continue de terroriser d'autres quartiers dans la cité capitale. Cette fois-ci, c'est la cité SIC, non loin de la zone universitaire, qui a été le théâtre d'une violente altercation entre des jeunes armés venus molester d'autres jeunes accusés d'avoir perpétré des vols dans un autre quartier, des représailles qui ont provoqué un tollé et les populations riveraines qui se plaignent de cette insécurité grandissante dans le 5e arrondissement de Douala. Nous y reviendrons au cours de ce journal. C'est un début de semaine assez pénible pour des usagers confrontés à d'énormes bouchons au rond-point d'Eido, là où se déroulent les travaux de construction du deuxième pont sur le Vouri, mais aussi ceux de la pénétrante ouest de Douala. Les populations qui ont vécu à la fois la pluie, mais aussi des difficultés de pouvoir se mouvoir. Et elles avaient les nerfs à fleur de peau. C'est le constat que font nos reporters François Dikoumet et Kate Diarra. Une file interminable de véhicules qui se suivent, des conducteurs de moto-taxi ainsi que des piétons qui essaient de se frayer un chemin à travers. Le tout sous un concert assourdissant de klaxons. Voici la réalité des usagers de la route, au lieu dit rond-point d'Aïdou. Il y a la moto ici avant, le pont mal mauvais, il n'y a même pas moyen de passer. Toujours, il y a toujours ce genre d'embouteillage. Ça nous met toujours mal à l'aise. Pour de nombreuses personnes, c'est l'entreprise en charge de la construction du second pont sur le Vouri qui est à l'origine de ce désordre. On est en train de travailler, mais ça ne venait pas pour travailler, pour nous faire une passage là où on peut passer. Ils viennent, ils bloquent la roue, ils se mettent à travailler. Bon, c'est pas mal, mais nous, on n'a pas moyen de passer. Un désordre d'autant plus amplifié par la présence sur le rond-point de nombreuses difficultés, à l'instar de l'eau souillée qui déborde des rigoles, ainsi que des nids de poules. Ça fait 45 minutes que je suis là. Il y a les petits cris, les nids de poules là. Je ne sais pas, l'entreprise qui a, ils ne font pas l'effort d'essayer de racler pour que ça puisse circuler vite. La responsabilité des conducteurs de moto-taxi est également dégagée. Non, ce n'est pas seulement les travaux là, c'est les désordres même qui font ça. Surtout les benzineurs là. Moi-même, je suis un benzineur, je fais les désordres. C'est les désordres qui font ça, qui cause la mouillage là. Pour les habitués du trajet feu rouge Bonabéry, il existerait des heures au cours desquelles il est quasiment impossible de circuler. Ils sont là en train de travailler à la moto, surtout dans la matinée et à partir de 17h, 21h. C'est même pas moyen de passer. Pendant ce temps, du côté de l'entreprise en charge de la réfection de cette voie, les travaux se poursuivent, même en saison de pluie. Initialement prévue pour juillet 2017, la livraison de cette voie a été repoussée à janvier 2018 à cause de l'énorme retard dû au paiement tardif des indemnisations et à la libération des emprises. C'est l'indignation totale des populations face à une route nationale numéro 5 en piteux état et accidentogène. Elles se plaignent depuis de nombreuses années de la dégradation de cette route sans que les pouvoirs publics ne lèvent le moindre petit doigt. Elles s'expriment dans ce reportage signé Jacques Mollon, Séverin Toubon et Julienne Berthe-Bissaille. La nationale numéro 5 dans le département du Mungo ne cesse de faire parler d'elle. Il y a quelques jours, ce semi-remorque transportant de la farine en provenance de Douala pour la région de l'Ouest a achevé sa course folle dans ces 3 boutiques, causant d'importants dégâts matériels. Il s'est retrouvé dans les trous là.
des nids de poules que vous voyez. Et comme ça portait une charge tellement lourde, le camion a balancé. En balançant maintenant, là, il s'est retrouvé sur les dos d'âne. Et en voulant esquiver, puisque c'est la remorque qui devait pousser normalement le camion, ça a pris notre direction vers les habitants. Le chauffeur du véhicule s'en est sorti, le pied broyé. On a pu placer la devanture avant de récupérer le chauffeur. Presque 1 heure du temps, avec les haches, les machettes et tout. La main, le pied coupé. Le pied coupé entièrement. Selon des témoins, il y a 2 mois, un autre accident ôtait la vie à une personne à ce même endroit. Régulier parce que ça fait 2 mois, absolument, que un camion de même type s'est retrouvé chez moi, dans mon domicile, tuant une maman qui est rentrée du champ, traumatisant même ma pauvre mère qui est couchée, qui est à la maison, mais détruisant au moins 80 sacs de ciment, en détruisant presque toute la totalité de la maison que vous voyez là. Malgré les multiples cris de détresse envoyés à l'endroit des autorités, rien n'est toujours fait pour le bien-être de ces populations. On s'est dit que le gouvernement devait faire quelque chose pour améliorer les nids de poules que vous voyez là. Il faut qu'on essaye de mettre même les plaques de signalisation. Et même là-bas en haut, il y avait... Les deux là-bas en haut, il y avait 30 à l'heure. Oui. Quand vous sortez de... Les panneaux de signalisation dans la ville. Ça n'existe plus. Donc nous voulons vraiment à l'état de voir ce problème. Je manque que c'était dans la nuit. Sinon, il y aurait eu plus de victimes. Après des scènes de violence entre bandes rivales de jeunes à New Bel dans le 2e arrondissement de Douala, une guerre de gangs terrorise cette fois-ci la cité sikh, non loin de la zone universitaire. Le week-end, des individus armés ont molesté d'autres jeunes accusés d'avoir perpétré des vols dans un autre quartier. Ces représailles ont provoqué un tollé. Il s'en est suivi de violentes altercations sémant la psychose générale parmi les populations riveraines, elles-mêmes victimes d'agressions. Reportage Farel Bounia et Donald Anouzwa. Les jeunes de Cité Sikh, au lieu du quartier Bamenda, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, ont encore du mal à expliquer les actes de violence perpétrés contre eux le dimanche 23 juillet par des individus sans foi ni loi partis de Bonabéry pour prêter main forte à l'un des leurs dont la moto aurait été volée. Nous sommes restés dans notre quartier en bas là, assis, on causait, on passait le temps. Subitement, on trouve un groupe de gangs qui arrive, ils nous encerclent. Ils commencent à sortir les couteaux, tous. Bon, nous on leur demande qu'est-ce qui se passe. On constate que c'est cette famille même que nous on respecte le plus. Quand ils ont besoin de travail, ils viennent ici en bas chercher les jeunes. On fait ce travail. Nous on lui respecte, on le prie comme notre président de jeunes, ici au quartier. On reste, on voit, c'est lui-même qui est placé, qui nous encercle, il bloque les enfants, les innocents. On les poignarde sur ses yeux. On pleure, on se met à genoux, on lui dit que ces enfants que tu vois en couler leur sang devant toi là, tu vas faire comment? Ce qu'il a pu nous répondre, c'est que si c'est ce qui va faire en sorte que sa moto revienne, c'est que c'est comme ça que ça va se passer jusqu'à nouvel ordre, que sa moto est sortie. L'une des victimes internée dans une clinique de fortune décrit avec précision l'ampleur des violences physiques dont il a subi. On voulait me tuer, c'est moi, je suis entré dans l'eau et crié jusqu'à tout le quartier est sorti. Il me poursuit encore avec la bouteille, avec le couteau à main. Il entre dans l'eau, il court, il pas comme ça, il me suit. Avec le sang qui sort, il a perdu tout mon sang. On me demande 3 sacs pour le sang pour entrer sur moi. Mais on n'est pas encore rien mis, même un. Entre perte de pièces d'identité, argent, téléphone et autres effets personnels, les jeunes du quartier Bamenda craignent pour leur vie et redoutent le pire. Ils ont poignardé 8 personnes, sur lesquelles 5 sont à l'hôpital et 3 ont disparu. On est entré les chercher, on ne les voit pas. Et ils sont gravement blessés, on ne sait pas la route qu'ils ont pris. La famille pointée du doigt dans cette affaire n'a pas trouvé utile de répondre aux questions de nos reporters. L'un de leurs, présenté comme le commanditaire de ces actes barbares, serait pour le moment entre les mains de la gendarmerie. On lui pique, tchouk. C'est la main qui sort comme ça, il dit mon fils, pourquoi vous tuez, regardez, 2 couteaux comme ça, pourquoi comme ça on fait quoi comme ça?
D'autres altercations avaient éclaté il y a quelques jours entre agents d'impôts camerounais et des commerçants nigérians installés à Bakassi, une presqu'île camerounaise dans la région du sud-ouest du pays. Il s'en était suivi une violente scène, une escalade de violence entre Abuja et Yaoundé au sujet d'un prétendu meurtre des Nigérians. Le gouvernement camerounais avait démenti. Aujourd'hui, l'heure est à l'apaisement. Autorités nigérianes et camerounaises se sont rendues à Bakassi pour sensibiliser les populations du Nigeria, mais aussi du Cameroun à cet effet. Des précisions avec Eric Martial Ndjomo. Il s'est agi pour les autorités camerounaises et consulaires nigérianes de descendre sur le terrain, s'enquérir de la situation et surtout rassurer les populations des deux pays qui vivent à Bakassi et ses environs. Tout est parti d'une altercation entre agents d'impôts camerounais et certains commerçants nigériens établis à Idabato, à quelques kilomètres de Bakassi, qui refusaient de s'acquitter de leurs impôts. Les autorités camerounaises avaient tranché, demandant aux Nigérians de se conformer à la réglementation en vigueur. Plus tard, sur les réseaux sociaux, une rumeur annonçait l'assassinat d'un pêcheur nigérian suite à cette affaire. Le préfet du département d'Undian, dans la région du sud-ouest, Eta Bokuya Achou, au terme de sa descente, confirme qu'il n'y a eu aucun mort. Plus encore, cette rumeur est selon lui une machination de ces personnes tapies dans l'ombre qui ne veulent aucunement s'acquitter de ces taxes. Cette posture est partagée par le représentant du consul du Nigeria, Boya. What has actually happened in the realms of imagination and rumor. Une descente sur le terrain qui a le mérite de taire tous les amalgames sur la dite affaire. Des batailles de succession dans les chefferies traditionnelles et des litiges fonciers font rage dans le département de la Villa, situé dans la région du Sud, et la deuxième femme préfet dans l'histoire politico-administrative du Cameroun a été appelée à pouvoir trouver des solutions afin de préserver la cohésion sociale dans ce département. Rachel Akono-Ngazan a été installée il y a quelques jours dans son département et son nouveau territoire de commandement. Des précisions avec Roger Takala et Nadine Yambou. Rachel Akono-Ngazan, 57 ans, est désormais aux commandes du département de la Villa, région du Sud. La deuxième femme préfet dans le commandement territorial au Cameroun vient de prendre fonction ici à la place des fêtes de Kovos. La nouvelle patronne hérite d'une unité administrative en proie à l'insécurité, au grand banditisme et au braconnage. Autant de fléaux qui perturbent la paix et la tranquillité des populations. Lorsque les femmes rentrent dans leur domicile, on aperçoit subitement des gens qui arrachent un autre taximent qui s'arrête et l'autre sort derrière et arrache son sac. Nous sommes médusés. Rachel Akono-Ngazan aura également la lourde charge de régler les problèmes liés aux indemnisations des populations riveraines de la route Mingon-Somelima. Depuis 2016, on a détruit les cacaoteurs. Et les planteurs-là étaient en difficulté de payer la scolarité de leurs enfants. Le nouveau préfet peut nous aider à débloquer cette situation pour que ces indemnisations soient payées à temps, surtout avant la rentrée. Le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, a demandé au nouveau préfet de résoudre avec date les problèmes de succession observés à la tête de certaines chefferies traditionnelles et litiges fonciers selon la réglementation en vigueur. Le règlement de conflit de succession qui subsiste encore à la tête de certaines chefferies. Dans le cadre de la protection du patrimoine foncier, je vous invite à l'application des textes en vigueur. D'autre part, il recommande la bonne gestion de la chose publique dans les services administratifs et communaux de son unité de commandement. Vous veillerez à ce que la discipline, la ponctualité, la sécurité au travail ainsi que l'intérêt général redeviennent la règle pour tous dans les services publics. Veillez à l'encadrement des communes de votre zone de responsabilité, afin que la décentralisation
qui est une option irréversible de notre système de gouvernance, soit ici, comme dans l'ensemble de la région, avant sa nomination, l'administrateur civil principal Rachel Akono-Gazan a occupé les fonctions de secrétaire général dans les services du gouverneur de la région de l'Est Cameroun. Elle remplace à ce poste Victor Mendel Ngangue, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Dans l'escale internationale en Turquie, 17 journalistes d'un quotidien sont jugés pour leur soutien présumé à une organisation terroriste. La première audience de ce procès a suscité une mobilisation des populations turques dans les rues. Elles protestent contre la violation de la liberté d'expression en Turquie. On voit tout cela avec nos confrères de Renews. Ils sont venus soutenir la liberté de la presse en Turquie. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Istanbul, à proximité d'un tribunal où sont jugés depuis ce lundi 17 journalistes du quotidien Cumhuriyet pour des accusations d'aide à une organisation terroriste. Accusations largement considérées comme un prétexte pour réduire au silence l'un des derniers journaux turcs d'opposition. Le quotidien, dont le nom signifie République, a été fondé en 1924. Le procès est donc un vrai test pour la liberté d'expression à l'heure où la Turquie est en pleine purge politique. Can Dündar, l'un des accusés, est exilé en Allemagne. Je suis fier de mes amis qui sont en prison et qui continuent de résister et de défendre le journal et leur droit à s'exprimer et défendre la vérité. Depuis l'arrestation de ces journalistes, le quotidien laisse systématiquement un encart vierge là où auraient dû paraître les textes de ses chroniqueurs écroués. Les partisans du président Recep Tayyip Erdogan accusent Cumhuriyet de soutenir les organisations kurdes considérées comme terroristes, comme le PKK. Certains accusés encourent 43 ans de prison. Vous le savez, la modification inattendue du cahier de charges de la CAN 2019 a suscité de vives réactions au Cameroun, mais aussi sur l'ensemble du continent africain. Finalement, les autorités camerounaises se sont résolues à se plier à ce nouveau cahier de charges et à être prêtes à pouvoir organiser et réussir le pari d'organiser la CAN 2019 au Cameroun. Des précisions avec Nana Paul Sabin dans ce reportage. Comme un seul homme, y compris Abdourahmane Hamadou Baba, farouche opposant aux dirigeants actuels de la FECAFOOT, les Camerounais ont vigoureusement protesté contre la décision de la CAF de changer arbitrairement le cahier des charges de la CAN 2019. Mais le temps de la colère est vite passé et du coup, le gouvernement et les autorités footballistiques, après un court moment d'hésitation, ont décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Une nouvelle posture qui trahit une certaine fierté, voire un certain orgueil, face au malgache Hamad, le nouveau président de la CAF, accusé de vouloir se venger à tout prix et à tous les prix de son prédécesseur Issa Hayatou. De toutes les façons, le Cameroun a décidé de montrer qu'il peut se surpasser pour atteindre la barre désormais placée très haut. Bien loin de la polémique, le gouvernement s'est engagé à respecter à l'aveuglette le nouveau cahier des charges. Nous disons à l'aveuglette parce que ce cahier des charges n'est pas encore rédigé. Cependant, l'on sait que le nouveau cahier des charges sera plus lourd, avec 24 équipes à loger, 6 stades à construire ou à mettre aux normes de la CAF, des infrastructures aéroportuaires, routières, hôtelières, hospitalières à mettre aussi à jour. Un chantier titanesque à livrer dans 20 mois. 3 ans après avoir brillamment gagné l'organisation de la CAN 2019, Yaoundé a dormi sur ses 2 oreilles. Dans le premier cahier des charges, un seul des 3 stades à construire, celui de Bafoussam, est sorti de terre. Le nombre de stades étant passé de 4 à 6, les organisateurs vont devoir engager une véritable course contre la montre. Le président de la FECAFOOT et le ministre des Sports multiplient des discours pour rassurer. Sauf que le temps n'est plus au discours, mais à l'action. Cette problématique de l'organisation de la CAN 2019 continue d'alimenter les débats dans les milieux sportifs. C'est l'un des sujets inscrits à l'ordre du jour de l'émission 100% foot à suivre juste après ce journal. Émission présentée par Étienne Pascal Azégué.
Un public reportage dans cette édition du 20h, Piquet Focam Institute encourage l'excellence scolaire. Cette institution vient d'octroyer des bourses d'études aux élèves de classe de terminale, lauréats du concours scientifique édition 2017. Reportage. Piquet Focam Institute of Excellence. L'institution n'a jamais autant porté son nom qu'à l'occasion de cette cérémonie de remise des récompenses aux lauréats du concours scientifique édition 2017. Le concours scientifique qui est organisé vise à stimuler et à encourager l'excellence, créer, entretenir l'esprit d'émulation chez les jeunes, l'esprit d'émulation qui est en fait une incitation au travail. Le concours scientifique est ouvert aux élèves des classes terminales et Upper 6 des différentes régions du Cameroun. 5 régions étaient concernées cette année: l'Adamawa, le centre, le littoral, le nord et l'ouest. Après une première sélection, les 5 meilleurs de chaque région se sont retrouvés à Yaoundé pour le tournoi final. On choisit les meilleurs établissements et chaque établissement nous produit 2 de ses meilleurs étudiants, de ses meilleurs élèves en mathématiques. Le concours se fait au niveau régional. On sélectionne les 5 meilleurs de chaque région et à l'issue de cela, les 5 meilleurs viennent concourir à Yaoundé, à Piquet Focam, pour obtenir les 5 meilleurs de la nation. Meilleur parmi les meilleurs, au final, Yvon Sébastien Mandela, du lycée de Japoma, région du littoral, est classé premier. L'émotion est à son comble au moment de recevoir son prix. Yvon Sébastien Mandela reçoit un ordinateur portable plus une bourse d'études pour 3 années de formation à Piquet Focam Institute of Excellence à raison de 2 500 000 francs CFA ou 2 millions de francs CFA l'année en fonction de la filière choisie. Il y a une forte émotion et je pense que je vais appeler ça de la joie. Je suis extrêmement content d'avoir réussi à atteindre l'objectif que je me suis fixé après la première phase. Parce que je voulais vraiment cette place sur le premier rang. Donc je suis très content. Les épreuves étaient bonnes, je les ai trouvées assez abordables en fait, à mon niveau. J'ai fait le maximum pour être le plus rapide possible et je pense que ça suffit. Deuxième au classement, Yann Julius Eba Ekoto du lycée classique de Tchang reçoit lui aussi un ordinateur portable plus une demi-bourse de formation à Piquet Focam Institute of Excellence. En plus d'un laptop, les candidats classés 3e, 4e et 5e respectivement reçoivent des bourses d'une valeur de 25 à 20 000 francs CFA par mois et par an. Le concours scientifique qui est organisé vise une incitation au travail. Et comme le disait Prudent, l'émulation, c'est le moteur, en quelque sorte, n'est-ce pas, le plus énergique de la jeunesse. Donc, susciter la saine émulation qui amène les jeunes à se surpasser et à obtenir et à nous donner les meilleurs résultats. Les récompenses ne se limitent pas aux élèves. Des prix spéciaux sont offerts aux établissements scolaires du ressort de chaque candidat en fonction du rang de l'élève. Depuis la première édition en 2011, 7 régions jusqu'ici ont pris part au concours scientifique de Piquet Focam Institute of Excellence. L'expérience sera étendue à l'ensemble des 10 régions du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Quelles mesures vous laisserez vers le cas des Garoua pour civiliser les communautés à Yaoundé? Dans l'ensemble, ils sont tous bien suivis. Vraiment, je suis des instructions fermes au chef de l'État
nous apporter tout le nécessaire. Les habitants de cette localité reprennent progressivement leur activité. Ce climat d'insécurité à l'extrême nord est-il un aveu d'impuissance de la part des pouvoirs publics, et malgré le fort déploiement des forces de sécurité et de défense, mais aussi d'une force sous-régionale qui lutte contre la secte terroriste Boko Haram? Comment préserver la paix sociale au Cameroun? Ces questions doivent être à l'ordre du jour de la conférence semestrielle des gouverneurs prévue dès demain à Yaoundé. Éric Marcian-Diomo analyse les enjeux et le rôle des gouverneurs dans cette préservation de la paix sociale au Cameroun. Reportage. L'un des principaux points sur lesquels les gouverneurs des régions se pencheront, et ceci au regard du thème de cette conférence semestrielle, c'est la protection de l'espace national. La résurgence et la multiplication des attaques de la secte islamiste Boko Haram depuis le début de l'année a fait plusieurs dizaines de victimes dans la région de l'extrême nord du pays. Des attaques à Moura, Kousséri, Ouaza, entre autres, à valeur d'incursions ennemies sur le territoire camerounais. La mise en place des stratégies pour assurer une meilleure protection de l'espace national dans cette partie du pays et ailleurs sera au menu des travaux. L'on se souvient aussi qu'il y a de cela quelques semaines, la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine était fermée au niveau de la localité de Toubourou, avec pour raison Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une guerre de gangs terrorise plusieurs quartiers dans la capitale économique du Cameroun. De nouvelles violences urbaines entre bandes rivales de jeunes amplifient l'insécurité dans la ville de Douala. Pendant ce temps, d'autres scènes plus horribles des attentats suicides de Ouaza continuent de hanter les nuits des survivants hospitalisés dans un état critique à Maroua. Ce climat d'insécurité de l'extrême nord au littoral est-il un aveu d'impuissance des pouvoirs publics? Comment préserver la paix sociale? C'est le dossier à suivre en ouverture de ce journal. Vous suivrez également l'indignation des populations face à une route nationale numéro 5 en piteux état et accidentogène. Malgré le cri de détresse des populations, rien n'a changé depuis de nombreuses années dans le département du Mungo. Évocation au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils ont vécu l'horreur lors du récent attentat suicide perpétré à Ouaza, ayant fait plus d'une dizaine de morts et une trentaine de blessés dans cette localité située à l'extrême nord du Cameroun. Les survivants sont hospitalisés dans un état critique à l'hôpital régional. Sous un concert assourdissant de klaxons. Voici la réalité des usagers de la route, au lieu dit rond-point d'Aïdou. Il y a la moto ici avant, le pont mal mauvais, il n'y a même pas moyen de passer. Toujours, il y a toujours ce genre d'embouteillage. Ça nous met du mal à l'aise. Pour de nombreuses personnes, c'est l'entreprise en charge de la construction du second pont sur le Vouri qui est à l'origine de ce désordre. On est en train de travailler, mais ça ne va pas pour travailler, pour nous faire une passage là où on peut passer. Ils viennent, ils bloquent la roue, ils se mettent à travailler. Bon, c'est pas mal, mais nous, on n'a pas moyen de passer. Un désordre d'autant plus amplifié par la présence sur le rond-point de nombreuses difficultés, à l'instar de l'eau souillée qui déborde des rigoles, ainsi que des nids de poules. Ça fait 45 minutes que je suis là. Il y a les petits cris, les nids de poules là. Je ne sais pas, l'entreprise qui a, ils ne font pas l'effort d'essayer de racler pour que ça puisse circuler vite. La responsabilité des conducteurs de moto-taxi est également dégagée. Non, ce n'est pas seulement les travaux là, c'est les désordres même qui font ça. Surtout les benzineurs là. Moi-même, je suis un benzineur, je fais les désordres. C'est les désordres qui font ça, qui cause la mouillage là. Pour les habitués du trajet feu rouge Bonabéry, il existerait des heures au cours desquelles il est quasiment impossible de circuler. Ils sont là en train de travailler à la moto, surtout dans la matinée et partir de 17h, 21h. C'est même pas moyen de passer. Pendant ce temps, du côté de l'entreprise en charge de la réfection de cette voie,
les travaux se poursuivent, même en saison de pluie. Initialement prévue pour juillet 2017, la livraison de cette voie a été repoussée à janvier 2018 à cause de l'énorme retard dû au paiement tardif des indemnisations et à la libération des emprises. C'est l'indignation totale des populations face à une route nationale numéro 5 en piteux état et accidentogène. Elles se plaignent depuis le journal de Marois et une évacuation sanitaire se précise avec urgence dans cette vers Yaoundé. Et l'on note également que d'autres sont hors de danger, mais le traumatisme psychologique est encore profond. Le gouverneur de l'extrême nord a pu s'en rendre compte lors d'une visite effectuée auprès des victimes de ces attentats suicides perpétrés à Ouaza, eux qui sont désormais à l'hôpital régional de Marois dans un état critique, et une évacuation sanitaire vers Yaoundé se précise avec urgence selon les médecins rencontrés par le gouverneur de l'extrême nord Midiawa Bakari. Des précisions dans ce reportage de Amadou Daïrou et Mirabel Mazo. Les blessés du récent attentat kamikaze de Boko Haram à Ouaza sont dans un état critique. Selon le directeur de l'hôpital régional de Marois, ils doivent être transportés d'urgence à Yaoundé pour de meilleurs traitements. N'est-ce pas, dans un coma très sérieux. Il y a un qui est sorti dans le coma, il y a maintenant 3. Et la plupart des traumatismes, comme vous avez vu, ce sont des traumatismes crâniens. Si c'était juste les plaies des membres et autres, il ne faut pas les évacuer ici. L'attentat attribué à Boko Haram survenu à Ouaza avait fait 32 blessés et une dizaine de morts. Lors de cette descente sur le terrain, le gouverneur Midiawa Bakari n'a pas manqué de saluer le travail abattu par ses médecins et infirmiers pour maintenir en vie ces victimes des exactions terroristes. Les autres blessés sont dans un état stable et répondent favorablement au traitement. 3 cas critiques sont en observation. Ont les motifs sécuritaires côté Cameroun. La question de l'insécurité grandissante, elle aussi, dans plusieurs régions du Cameroun, préoccupe les gouverneurs. Les régions de l'Est, du littoral, celles septentrionales en sont quelques foyers. Malgré les discours et au-delà du déploiement des forces de l'ordre, l'insécurité semble avoir fait son nid dans ces régions. Quid des partis anglophones du Cameroun, toujours secoués par la crise et les revendications qui mettent à mal la cohésion et la paix sociale. Du 25 au 27 juillet 2017, les patrons de région devront donc trouver des thérapies à ces divers maux qui minent leurs unités de commandement. Après des scènes de violence entre bandes rivales de jeunes vécues à Newbel, une guerre de gangs continue de terroriser d'autres quartiers dans la cité capitale. Cette fois-ci, c'est la cité SIC, non loin de la zone universitaire, qui a été le théâtre d'une violente altercation entre des jeunes armés venus molester d'autres jeunes accusés d'avoir perpétré des vols dans un autre quartier, des représailles qui ont provoqué un tollé, et les populations riveraines qui se plaignent de cette insécurité grandissante dans le 5e arrondissement de Douala. Nous y reviendrons au cours de ce journal. C'est un début de semaine assez pénible pour des usagers confrontés à d'énormes bouchons au rond-point d'Eido, là où se déroulent les travaux de construction du 2e pont sur le Vouri, mais aussi ceux de la pénétrante ouest de Douala. Les populations qui ont vécu à la fois la pluie, mais aussi des difficultés de pouvoir se mouvoir, et elles avaient les nerfs à fleur de peau. C'est le constat que font nos reporters François Dikoumé et Kate Diarra. Une file interminable de véhicules qui se suivent, des conducteurs de moto-taxi ainsi que des piétons qui essaient de se frayer un chemin à travers le